Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des Potes. Votre... Oh, vous êtes fatigués, messieurs. Non mais en fait c'était pour mettre dans le mood de l'émission, tu vois. Votre émission bimensuelle de cinéma qui respire la forme. Autour de la table, mon équipe en forme, que sont Fred, Jérém et Julien. Trop la forme. Bonsoir, ça pète la forme. Et il revient de Bruxelles. Je rappelle que cet épisode est disponible sur toutes les applications de streaming. Les Oscars arrivent à grands pas, et vous savez ce que ça veut dire ? Beaucoup de films prévus pour les Oscars en salle, et celui qui hurle le plus « Donnez-moi un Oscar !» c'est... Conclave. The Brutalist. Certes. The Brutalist de Bradley Corbett, messieurs. Ça veut aussi dire que d'ici quelques jours, il y aura un hors-série sur nos prédictions des Oscars 2025. Vous allez avoir une putain de semaine chez DCP, voilà, je vous le dis. Il va y avoir beaucoup de contenu. On parlera également d'autres films en salle que sont 5 septembre, Captain America, Brave New World, Striptease Intégral, la ressortie en 4K de 4 nuits d'un rêveur, et sur Netflix, on va parler de Wallace et Gromit, la palme de la vengeance. Et comme d'hab, des actualités. Vous aimez le cinéma ? Non. D'accord. Vous aimez le cinéma ? Oui. Mais est-ce que vous aimez le tricot ? Hein ? Est-ce que vous voulez faire du tricot en étant au cinéma ? Oh. Parce que c'est possible, ça existe. Et oui, Ah ouais, le génial. cinéma, le ciné-tricot, c'est un concept qui a été lancé en Autriche, dans le cinéma, pardonnez mon allemand, le votive kino. Voilà, et en fait, ils font quoi depuis le Covid, en fait, dans l'après-Covid, pour redonner l'envie aux gens d'aller dans les salles, notamment les publics plutôt âgés, du coup, parce que c'est du tricot, mais ils proposent des séances où on peut tricoter en regardant le film. Donc, le film qui est passé, globalement, c'est un film assez connu, assez culte, dont tout le monde a déjà vu. Comme ça, tu peux te concentrer sur ton tricot et avoir le film en fond. Mais ça sert à quoi, du coup, tu regardes pas le film ? Ouais, j'allais dire quel est l'intérêt. Écoute, ça permet de recréer des espaces de convivialité entre des personnes souvent seules et ils peuvent partager le tricot et le cinéma en même temps. Voilà, c'est comme si tu vas voir Les Bronzés, tu connais les répliques, tu rigoles un petit moment devant la réplique, tu fais ton tricot à côté. Ah bah écoutez, moi j'aimerais bien parler de Sévrance, une série que j'adore, qui Ouais. est réalisée par Ben Stiller et qui est devenue la série la plus visionnée sur la plateforme Apple TV+, tout simplement. Allez voir cette série qui est en ce moment en train de paraître, la saison 2, avec Canal+, du coup. Il n'y a pas une scène, ils ont mis 6 mois à la tournée. Peut-être J'avais la vu, scène c'est d'ouverture la grande scène d'ouverture où Exact. c'est une sorte de plan séquence. dans les couloirs de Ouais, de j'ai cru Sévrance, voir qu'ils ouais. avaient mis plusieurs mois pour juste faire cette scène. Mais d'ailleurs, voilà, allez voir cette série qui est géniale. Ben Stiller, il proposant quelque chose de nouveau. C'est plus tout le Ben Stiller qu'on connaissait, très comique, très un peu hilar quoi. Enfin, toi, t'adores Zoolander, donc et là, il a vraiment changé de tournant et c'est génial. Il s'essaye un peu au drame, à la dystopie. C'est génial. Mais ça me tente beaucoup, mais c'est juste que j'ai du mal à me mettre à plusieurs séries en même temps, moi. C'est vrai. Moi, ma news, puisque Amazon a racheté la MGM, elle détient tout ce qui touche de près ou de loin à James Bond, mais surtout, en fait, maintenant, elle a le contrôle créatif pour la suite de la franchise, puisque Michael Wilson et Barbara Broccoli, les producteurs qui s'occupent depuis GoldenEye de la série, ils sont partis. Donc voilà, maintenant, ça va être des nouvelles personnes qui vont dire ce que va donner James Bond. Ça va dépendre des producteurs qui vont attitrer au truc, parce que... Et toi, ta news, c'est la news qui me donne envie de me taper contre le mur. Et oui, parce que pour ma part, je vais évoquer un film dont la plupart ne connaissent même pas l'existence. J'ai fait découvrir l'existence de ce film à Wayne il n'y a même pas 10 minutes. Neza 2, film d'animation chinois. Et pourquoi je vous en parle ? Vous me connaissez un peu, donc c'est un rapport avec des chiffres. Et oui, car alors qu'en France, quasi personne n'en connaît l'existence, il cartonne en Chine et sur les quelques autres territoires sur lesquels il est sorti, en amassant pas loin de 1,72 milliard de dollars de recettes mondiales, ce qui en fait le plus gros succès pour un film d'animation, dépassant donc Vice Versa 2. Et pour vous donner l'ampleur du vertige, le film a réalisé cette prouesse en moins d'un mois et est bien parti pour être le 7e film à dépasser les 2 milliards de dollars de recettes mondiales. Pourquoi t'es énervé ? Mais il m'a dit que ça pouvait peut-être battre Avatar. Alors, c'est dans les estimations les plus optimistes. Je pense qu'il peut taper le podium, mais alors la première place, ça va être compliqué. Tu bats pas Avatar. Et il va peut-être battre Star Wars 7, allez. Ouais. Tu bats Avatar, t'es mon ennemi. Mais de toute façon, à chaque fois qu'il y a un film qui dépasse Avatar au box-office, James Cameron, il a une technique très simple qui s'appelle ressortir le film. Et voilà. Et c'est comme ça que tu restes numéro 1 au Et box-office ça coûte mondial. pas grand-chose, du coup. C'est juste à refaire des Ça masters, rapporte et ça, plutôt. et ça rapporte. On va parler d'un film qui n'a pas coûté très cher, mais qui rapporte gros. The Brutalist s'annonce comme le gros film de février, tant par son ambition que son style. 3h35 de film, un entracte, tournage en VistaVision, casting prestigieux et un récit historique étalé sur 30 ans. Bradley Corbett a vu les choses en très très grand. D'acteur dans Mysterious Skin, il est devenu réalisateur et The Brutalist n'est que son 3e long métrage. Mais à trop viser haut, ne finit-on pas par se brûler les ailes ? Je vous ai fait venir ici ce soir pour que nous tournions notre regard vers l'avenir. Qu'est-ce que tu en dis ? C'est inhabituel, même pour toi. Vous parlez parfaitement notre langue.
Dans ce cas, pourriez-vous aider votre mari à se débarrasser de son accent de cireur de chaussures? Pardon, pouvez-vous me rendre ma pièce, s'il vous plaît? On n'est pas les bienvenus ici. Tu parles de qui alors? Les habitants de ce pays, ils ne veulent pas de nous ici. L'histoire sur près de 30 ans d'un architecte juif né en Hongrie, Laszlo Toth. Revenu d'un camp de concentration, il émigre avec sa femme Erzsébet après la fin de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis pour connaître son rêve américain. En vrai, les 3h35 sont passés tranquilles. L'entracte aide beaucoup quand même, hein, pour les faire sentir. Enfin, pas te les faire sentir, pardon. Ouais, l'entracte est bienvenu. Moi, je suis assez agréablement surpris. Moi, j'avais un peu peur de la durée du film et même du sujet en lui-même. J'avais l'impression d'avoir une sorte de digestion de There Will Be Blood avec du Sergio Leone, du Scorsese, du Coppola. Et on est assez loin du pastiche finalement. Je trouve que le film arrive à vraiment à se tenir. Il veut être un film de cette période. Hein. Voilà, mais il le fait plutôt bien. Je trouve qu'il arrive à être assez original. Tu le sens pas trop long, au contraire, il prend le temps, mais il développe très bien. Même si après, il y aura peut-être je pense qu'il y a quand même une disparité sur les deux parties du film, du coup, vu que tu as cet entracte-là. Et je pense que la deuxième partie a un peu de mal à tenir sur ce que faisait la première. Autant la première, t'as tout un développement. On en parlait un peu avant, il y a le rise du personnage, voilà. Et la deuxième, qui est donc censé être le fall, un peu la chute, etc., et un peu plus en montagneuse, on va dire. Voilà, il y a plus de haut, de bas, mais sans jamais avoir une grosse ligne directrice. Moi, le truc, c'est que j'ai pas eu l'impression... Enfin, j'ai été pris de court par la fin. C'est-à-dire, le film, il s'est terminé, j'étais en mode, ah, c'est déjà terminé. Enfin, je voyais que ça durait 3h35, mais j'ai pas senti, dans la deuxième partie, qu'on se dirigeait vers quelque chose de définitif et de vraiment formé. Donc, la deuxième partie, je suis resté un peu divague. Est-ce qu'il n'y a pas un petit goût d'inachevé, peut-être Totalement. Totalement. Mais Fred, Jérém? Non, moi j'ai adoré, j'ai préféré la deuxième partie justement parce qu'elle était pas aussi basique que la première. Vous voyez, la première, c'est donc le personnage s'élève, c'est assez convenu quoi. Alors que la seconde, je sais pas, je trouve que le réel il tente vraiment des trucs qui font que je me suis un peu perdu dans la seconde partie. Je sais pas si. Ça part dans tous les sens, peut-être. Ça part dans tous les sens et il s'attarde sur des éléments auxquels j'aurais pas pensé. Vous voyez, moi, il y a une scène qui m'a marqué, mais je pense c'est cette scène qui m'a fait un déclic et qui m'a fait vraiment beaucoup aimer The Brutalist. C'est la scène dans les carrières en Italie. Je la trouve superbe, la scène aussi. C'est mystique et tout. C'est celle qui a vraiment marqué tout le monde, en tout cas. Et donc voilà, je trouve que la seconde, elle prend le temps quand même de bifurquer, d'aller un peu partout. Et en même temps, elle pose vraiment le truc le plus important du film, c'est pas du tout le bâtiment. Donc moi quand j'ai vu The Brutalist, je savais que ça parlerait du brutalisme, mais en fait The Brutalist techniquement ça parle aussi de la relation de Laszlo avec cet homme qui le gouverne, qui le dirige, donc j'ai oublié son nom, mais le riche propriétaire quoi finalement. Harrison. En fait voilà, le titre il prend tout son sens dans cette seconde partie où tu comprends que le film c'est plus un jeu de pouvoir entre ces deux hommes, l'un qui est jaloux de l'autre par son génie créatif, et donc Laszlo qui a envie d'être un peu son égal, je sais pas. Mais est-ce que c'est tant de la jalousie que pas une sorte d'amour malsain qu'il pourrait avoir? C'est juste de l'antisémitisme. Hein. C'est le sujet du film. Hein. C'est l'antisémitisme insidieux qui est planant dans toute cette société américaine qui accueille sans trop accueillir la famille de Toth. Mais toi, Jérém? J'allais dire pour la vanne, vu que vous avez l'un aimé la deuxième partie et l'autre la première, j'ai aimé l'entracte moi, mais bon, on va éviter. Personne n'aime l'épilogue. L'épilogue, voilà. Alors, je voulais pas l'évoquer tout de suite, mais vu que t'en parles, l'épilogue, je me demande ce qu'il fout là, très clairement. Hein, même si c'est pour asséner le message du film. Pour moi, en fait, t'avais pas forcément besoin de cet épilogue parce que c'est juste pour dire, vous avez vu ce que j'ai voulu faire avec mon film, c'est ça. Et je te le dis dans un discours parce que je sais pas comment le faire autrement. C'est peut-être juste remettre dans le contexte que c'est quelque chose qui a vraiment existé. Enfin non, du coup. C'est pas une histoire vraie. C'est fiction en fait, c'est ça. C'est totalement une fiction. Après, le problème peut-être de l'épilogue, c'est qu'à la fois je trouve qu'il est utile parce qu'il raconte le rapport à la Seconde Guerre mondiale et au monde concentrationnaire en expliquant un peu plus tout le sens qu'il donne à son œuvre. Et ça, c'est peut-être ce qui manque dans les deux autres parties. Mais là est peut-être le problème. Il aurait peut-être fallu le mettre dans ces deux premières parties-là plutôt que d'avoir besoin d'un épilogue avec un discours rapporté pour nous expliquer ça. Et c'est peut-être le petit point noir du film. Ouais, je trouve ça aussi dommage parce que, en gros, dans le film, tu le vois concrètement réaliser que deux œuvres techniquement, la bibliothèque en première partie et donc cette grande, quand t'appelles centre, une sorte de centre culturel. Voilà, en fait. ce grand centre culturel dans la deuxième. Mais après, on te rapporte juste où est-ce qu'il a fait en. Ouais, il te montre les bâtiments qu'il a fait après, c'est ça, mais je sais plus où. Attends, il était où avant? Roumanie ou Hongrie? En Hongrie. Bah si, parce que t'as les photos de ces anciens bâtiments et tout aussi. Moi, ce que je parle pendant le film, pas l'épilogue. Ah ok. Tu comprends pas sa ligne directrice en tant qu'architecte, je trouve.
Enfin, tu vois qu'il est très méticuleux, très dans le contrôle, etc. Je veux que ce soit comme ça, je veux que mes trucs ils fassent 3 mètres de plus parce que j'ai besoin. Parce que c'est tout l'enfermement en fait des camps de concentration Voilà, qui après, réplique dans son art c'est ça. Donc architectural. ça c'est ce que l'épilogue te dit. Donc et à la fin, donc oui, l'épilogue sert pour moi uniquement à ça. Mais au final, t'aurais pu le comprendre sans donner ce discours en fait. Bah après, ça révèle un petit peu que genre toutes les obsessions du gars, c'est pas forcément de l'ego, c'est tout ce rapport-là au centre de concentration. Mais enfin, pour moi, le film il manque de pertinence, tu vois. Si t'as besoin d'un épilogue pour expliciter et faire en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation. Parce que moi, pendant tout le film, j'étais en train de me dire, bon bah voilà, c'est juste une question d'ego. Bah c'est ça, c'est pour ça que quand t'as l'épilogue, tu dis ah c'est bienvenu dans le sens où tu réalises plus ou moins toutes les souffrances du personnage. Mais comme je disais, ce qui est dommage, c'est d'avoir eu besoin de le faire dans un discours rapporté et de ne pas avoir insisté, surtout que le film est quand même long. Avant l'épilogue, t'as 3h15 de film, donc sur ces 3h15, de pas réussir à avoir assez montré ça, parce qu'il en montre une partie, c'est ce que tu disais, sur la question de l'antisémitisme. C'est un homme qui ne peut jamais s'intégrer nulle part. C'est-à-dire que quand il arrive chez son cousin, il se fait exclure de cette nouvelle famille qui représente totalement l'intégration américaine. Après, la seule porte qui lui est ouverte, donc c'est avec Harrison, mais voilà, avec toute ce que disait Fred, ce rapport de dominant et de dominé, cet antisémitisme latent. C'est ça, tout ce rapport-là. Et du coup, en fait, il a jamais vraiment d'échappatoire, sauf son architecture, mais qui est lui-même la représentation en fait de l'emprisonnement. Et même dans son couple, en fait, dans sa structure familiale, il ne trouve pas de paix, de repos. Moi, c'est ce qui m'a marqué moi dans cette histoire de couple, c'est que sa femme paraît super froide. J'ai pas du tout réussi à m'attacher à leur histoire. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui avait été détruit justement, qui parvenait pas du tout à raccrocher. Je pense que c'est ça, d'où t'as toute cette scène où ils se sont réunis tous les deux à un moment. Cette grande séquence de bien 10 minutes, je pense. Parle de quelle séquence ? Cette séquence où elle a plus ses antidouleurs, du coup il lui balance de la morphine ou je ne sais quel opiacé. Il n'y a que ça qui les réunit peut-être un petit peu. Ouais, mais je trouve que c'est assez intéressant de voir. En fait, c'est une déshumanisation. Les deux sont assez déshumanisés. Et de toute façon, c'est peut-être pour ça où j'aime beaucoup la première partie, parce que ça insiste vraiment sur toute sa déshumanisation en tant qu'être humain. Après, si je peux évoquer très clairement le film, l'image sur laquelle se repose le film, c'est l'image de cette statue de la liberté filmée à l'envers. Et après sur le côté, c'est classique, mais en gros tu comprends que le film veut te montrer tous les revers du rêve américain qu'avaient toutes ces personnes-là, et ce monument qui est connu voilà, pour être le symbole du rêve américain. Bon bah là on te fait ça, tu vas voir tous les travers que ça implique. Bon, c'est classique, mais ça fonctionne très bien dans le sens de je veux faire passer mon message dès le début du film. T'as ça qui fonctionne très bien. Bah, c'est un style esthétique qui existe, qui était très utilisé dans les années 70, donc il y a 50 ans, qui a fait ses preuves, et lui, il ingurgite beaucoup l'héritage de cette forme de cinéma-là, jusqu'à filmer en VistaVision. C'est pas une réinvention, il se réinvente pas, il réinvente rien, tu vois, c'est juste qu'il puise dans un style qui est vieux de 50 ans, c'est très stylisé, c'est très classe, les longs panoramiques et les longs... plans en général. Les longs fondus. Ah oui, les très longs fondus, ça donne au film un cachet très fort, très beau, très majestueux. Encore une fois, je trouve que ça manque de pertinence parce que le film s'appelle The Brutalist, et The Brutalist, le brutalisme, c'est un style architectural, c'est un style artistique, et moi j'aurais trouvé ça intéressant que le film mêle une mise en scène en lien avec l'architecture brutaliste. Et le truc, c'est que c'est pas tant ça le cas. Ah, vous parlez beaucoup de l'image, mais on s'attarde pas assez sur le son, qui est génial. Le mixage son dans le film est incroyable. Et du coup, pour rendre compte de ce qu'est l'architecture, ce qui choisit le réal, c'est de sonoriser en fait toutes les pièces que construit Adrien Brody dans le film. En fait, je sais pas si tu l'as entendu, mais du coup, pour vraiment comprendre pleinement ce qu'il est en train de construire, on écoute le vent qui souffle sur les constructions, on entend le bois, encore plus que les voix en fait finalement des acteurs. Donc il y a un truc quand même dans le son où tu sens que le réal a vraiment toute une importance sur l'architecture, sur la manière de rendre compte à l'image et au son du coup. Qui renvoie là, pareil un peu au travail sur le son, qui renvoie un peu à ce qu'avait fait Glazer sur son film. Donc l'idée en fait de tout ce bruit là, ça renvoie en fait au bruit concentrationnaire directement. Mais après je trouve qu'en termes de mise en scène, t'as tout aussi cette idée des images d'archives qui sont réutilisées, les images de publicité. Donc comment le film utilise ce côté rêve américain en termes de publicité pour le déconstruire également. Et après, moi, je trouve qu'en termes de plan, tu parlais de la scène de la carrière, mais oui, je trouve que le film a quand même différentes phases dans sa façon de filmer. Genre le début est beaucoup plus lent, ça fait beaucoup plus intimiste, très même film d'auteur. Et après, tu as des phases notamment dans la deuxième partie où c'est beaucoup plus brutal, c'est beaucoup plus cuté quand ça se met à commencer le chantier. Et donc la scène de la carrière qui est beaucoup plus mystique avec des plans très longs, des fondus, la caméra qui tremble.
Et ça, sur le coup, je trouve que c'est très intéressant. Je trouve qu'en termes de mise en scène, tu t'ennuies jamais vraiment, alors que tu as finalement assez peu de lieux, hein, à part la maison, le chantier et ce petit passage en Italie. Tu restes très fixe et je trouve que c'est pas vraiment un souci. Puis tu as vraiment des images assez iconiques qui restent. Par exemple, la montée sur la colline, pour installer, ça fait très Heroic Biblood, mais cette grande montée sur la colline avec les personnages qui passent dans le côté inverse de l'écran. Ouais. Et puis cette course-poursuite aussi, à la toute fin, oui, du coup, ils poursuivent le baron Anderson, qui est vraiment génial. Qui est génial. Là, je revois le mec là, qui court dans les couloirs et c'est dans le noir, en fait, on voit presque rien. Mais on voit juste les petites lumières de la lune qui sortent à travers les fenêtres du bâtiment, en fait. Enfin, les espèces de fenêtres du bâtiment. C'est un truc qui m'avait surpris dans le film, comment t'as des plans séquences et la caméra suit plein de personnages. Souvent, genre là, tu parles de cette scène-là, où donc t'as le fils de Harrison qui parcourt plein de pièces pour retrouver son père, mais des fois la caméra décide de le laisser rentrer dans une pièce, mais le suit pas. Donc pendant 20 secondes t'es là en mode à l'arrêt, et il revient, tu vois. Et je trouve qu'il y a quand même il y a une gestion du timing et de chorégraphie de plan qui est quand même assez respectable et même très forte. C'est ça, comme ça en fait t'es encore... Enfin, dans une certaine tension, il maintient la tension, t'es pas pendant les 20 secondes où il est pas dans le plan, t'es pas en mode bon alors vas-y c'est quand il revient, c'est bon. Il arrive à maintenir quand même l'attention, je trouve, du spectateur assez facilement. Et puis même quoi, le nombre de longs plans qu'il fait en général, j'étais impressionné quoi de... Non mais niveau réalisation, Ouais c'est ça, j'étais impressionné, la photographie elle est magnifique pareil, enfin c'est... Et parlons de la musique aussi. Je trouvais très intéressante et qui accompagnait très bien le film, etc. Donc vraiment, il y a un gros travail. Tu disais sonore, la musique en fait partie aussi. Et je trouve que ça atteint un tout qui fait que, certes, ça crie donnez-moi un Oscar, comme tu disais au tout début, mais c'est loin d'être déplaisant. Hein, c'est très très loin d'être déplaisant. Je trouve qu'il fait quand même moins. Je veux un Oscar que Conclave, par exemple. Je trouve qu'il fait quand même beaucoup moins formaté et je trouve tu sens qu'il y a un projet derrière. Voilà, à la limite, on peut dire que ça tire sur du pastiche avec toutes les références que tu as au vieux cinéma, mais je trouve qu'il a beaucoup moins ce côté Oscar que pouvait avoir un film comme Conclave, où on en avait déjà parlé, que je trouvais un peu trop formaté pour la cérémonie. Et je trouve qu'il a un côté moins oubliable qu'un Conclave. Honnêtement, un Conclave, je pense que s'il gagne, en fait, il aura gagné. Mais un Brutalist, je pense que c'est marquant, notamment parce que 3h30, un film comme ça de 3h30 qui revient dans le paysage actuel, quasiment une nouveauté. On a eu Martin Scorsese qui nous a sorti un Killers of the Flower Moon il y a 2 ans. Mais c'est Martin Scorsese. C'est ça, c'est combien de réalisateurs peuvent se targuer, tu vois, de sortir un tel projet, parce que c'est avec toi dont j'en parlais, Julien, c'est... Là, Brady Corbett, il se plaint beaucoup parce qu'en fait, il touche rien par rapport au film. Et il dit oui, c'est chiant parce qu'il y a plein de réalisateurs indépendants qui galèrent à payer leur loyer, c'est mon cas, tu vois. Donc il se plaint beaucoup du système, mais voilà, en même temps, il arrive avec un projet qui est plus qu'ambitieux quand même. Mais il touche rien par rapport au film, c'est-à-dire Jérém te donnera le budget, mais Brady Corbett, c'est pas fait une très grosse marge, tu vois. C'est pas Todd Phillips. Voilà, je pense qu'il n'a pas eu de grosse marge de manœuvre en termes de négociation. Il n'a pas pu dire je veux toucher un tel pourcentage des recettes du film. Ça, il n'a pas pu le faire, je pense. Parce que je pense qu'on lui a donné un cachet en amont et c'était tout. Hein. Il avait très envie de faire son film, tu vois. Et il a fait beaucoup de concessions de la même manière que le personnage de Las Lotos est prêt à faire beaucoup de concessions budgétaires pour mener à bien l'œuvre de sa vie. Donc voilà, c'est un parallèle. Et du coup, les acteurs, vous, Brody, il fait du Adrien Brody quand on lui demande de jouer le mec fleur de peau, quoi. Moi j'aime beaucoup Brody. Oui, pareil. Oui, c'est pas une critique. Hein, mais par contre, j'ai vu un truc passer, je sais pas, j'ai pas creusé, mais je sais pas si vous en avez entendu parler. L'histoire qu'il y aurait une utilisation d'IA pour l'accent de Brody dans le film. Oui, et pour quelques plans de certains détails également. Mais quand on dit utilisation d'IA, c'est à quel point, genre, tout son phrasé est corrigé du début à la fin, ou juste quelques séquences où ça peut être utilisé. Alors ça, c'est le flou, ça. Parce que là, je veux dire, on parle quand même des Oscars, donc de la performance d'acteur. Tu peux pas, je suis désolé, mais tu peux pas récompenser un acteur dont le jeu a été travaillé avec de l'IA. Après, on dit ça, mais la société a aussi travaillé sur Emilia Pérez, donc dans ces cas-là. Ouais, mais c'est pour ça, à quel niveau? Parce que si tu me dis certaines séquences, certains plans, c'est différent. On en avait parlé pour Last Night with the Devil, qui avait utilisé de l'IA pour certains encadrés de transition. Tu savais sur quoi c'était, mais ça touche à rien d'autre. Là, c'est vrai que ça interroge l'utilisation de l'IA sur le jeu d'acteur. De toute manière, je trouverais ça pas très cohérent de filer l'Oscar à Adrien Brody, parce que un rôle qui est un peu similaire au pianiste. Au pianiste, ouais, c'est ça. Et c'est un rôle pour lequel il a déjà été récompensé, donc ce serait un peu pas très pertinent de le récompenser une deuxième fois pour un truc très similaire. Je suis assez d'accord. Mais ça, on en parlera en détail dans une autre émission. Dans un hors-série, Oscar. Juste pour terminer sur les acteurs, la sœur
Le frère, je vois encore l'intérêt, mais la sœur, je vois pas trop l'intérêt de son personnage. Enfin, je sais pas si. La sœur. La fille de Harrison. baron, La fille de Harrison. Oui, oui, c'était Stacey Martin en plus, non? Oui, c'est pour ça que je l'évoque, parce que je l'aime bien. Ah, écoute, elle est un peu attendrissante, mais effectivement, il se passe. Enfin, ouais. Bah, j'ai l'impression qu'elle aurait pu être cette, si ça avait été plus développé, je trouve que son défaut être cette deuxième facette de cette famille-là. Donc avec finalement le père qui a quand même ce côté très ambigu, et d'un côté le fils qui est totalement détestable au possible, et du coup au contraire la fille qui est beaucoup plus attendrissante, notamment je pense avec toute la scène avec Felicity Jones là, dans le, toute dans la le fin, salon, à la en fait, fin, toute ouais. la séquence de fin où tu vois en fait que c'est la seule à faire preuve d'un minimum de bonté. Et de compassion. Voilà, mais c'est pas creusé plus que ça. Bah ouais. C'est pour ça que je dis que le film manque de pertinence, parce que des fois il pointe du doigt des choses qui sont pas nécessairement les plus importantes, et des fois tu comprends pas tout à fait là où le film veut en venir. Je trouve que c'est bien, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre, quoi. C'est même Ouais, je loin, trouve qu'il très arrive- loin de ça. Je trouve qu'il arrive quand même à être marquant avec pas mal de plans. Ne serait-ce que par sa durée, le film restera dans ta mémoire quoi qu'il arrive. Ah oui. Enfin, voilà, le fait d'avoir vécu un film avec entracte au ciné, bah, je m'y Ouais. attendais pas, quoi. C'est Enfin, le premier, le seul fois pour le moment. je pense que Si ce vous sera- allez voir 2001 au ciné, un jour vous aurez une entracte normalement. Ah mais si, c'est vrai qu'on l'avait vu au cinéma. Mais l'entracte, elle dure à peine 7 minutes, il me semble, sur 2001. Je me rappelle plus. Mais Donc là, t'as un bon quart d'heure pour. oui, et puis là, faire t'as un compteur. Alors Ouais. que 2001, tu vois, tu sors, tu vas pisser, tu rentres, le film il est déjà reparti, tu Ouais, vois, oh merde. 2001, je crois qu'il coupe il coupe et après il rebalance, hein, c'est pas ça? Donc là, c'était bien prévu au truc, ça permet de faire bien il découper le avait film en écrit deux au scénario en parties. fait l'entracte. Oui. Il avait écrit son scénario et au bout de 85 pages, il avait dit ah merde, il faut peut-être que je mette un entracte. Et c'est à ce moment-là qu'il l'a mis. Puis j'aime bien l'image en fait qui sert Oui. l'entracte. C'est Mm. une belle image. Je trouve que la transition à l'entracte est super bien faite pour le coup, genre Ah oui. elle est parfaite la transition avec l'entracte. Bah ouais, puis voilà, ça. Si plus de films avaient un entracte, moi ça me ferait plaisir. Parce qu'en fait, j'aime bien le principe. Ouais, je trouve quand tu veux faire des films longs, oui, un entracte c'est tu bien. vois. Bah, même si on pense à l'économie du cinéma, aujourd'hui un cinéma il fait plus de chiffre d'affaires sur la confiserie C'est que ça. sur les places. Alors, Mm. finalement, mettre un entracte dans un film, ça pousse le cinéma à être beaucoup Pour, plus financé. c'est pour sûr. peut-être en témoigner, Fred, mais je sais que j'avais vu des articles qui disaient que justement dans les UGC actuellement, ils étaient débordés aux confiseries à cause des entractes Ouais. En fait, des entractes de brutalistes. Pendant les entractes, ce qui est marrant, c'est que les spectateurs ils prennent pas du tout les mêmes produits qui sont pris de base. Tu vois, ils vont prendre plus des trucs salés, des trucs un peu des chips et tout. Bon, là on fait une étude de cas, mais J'en veux pour preuve, c'est ce que j'ai fait. voilà, tu vois. Moi c'est j'ai assez pris drôle. un Twix. Non, Un mais c'est petit que pipi et un Twix. Les gens sont vont prendre beaucoup plus de trucs sucrés. Et là, j'ai remarqué que pour The Brutalist, c'était beaucoup de chips, de Pringles. Franchement, j'ai hésité, je l'ai pas vu parce que j'ai vraiment pas pour habitude de manger au ciné. Ouais. J'ai jamais pris cette habitude-là, mais franchement, là, t'es là, vu que t'as la pause, t'as 15 minutes, tu te dis bon, petit truc à manger. Exactement. Ouais, Mais ouais, c'est vrai qu'en termes d'économie du cinéma, ça pourrait être un truc pour relancer. c'est ça. Surtout que Les j'essaie à salles. beaucoup de dettes, mais Ouais. Oh. pas trop. N'en parlons pas trop, tu veux. Bah, même sur un film de 2h40, hein, tu fais 2 parties d'1h20. Franchement, ouais, hein, pourquoi pas. Ah, mais en fait, on a tellement été habitué à se bouffer des films qui durent parfois quasi 3 heures sans pause. Est-ce que maintenant, de remettre au goût du jour l'entracte, je suis pas sûr que. Bon, ça, c'est un débat, mais après, on va peut-être pas le lancer, mais bon, je suis pas Parce sûr. que ça fait déjà bien 20 minutes, je crois qu'on est Mais sur, c'est un débat qui pourrait être lancé. Oui, un Joker. Nous arrêtons-nous là sur The Brutalist, Ouais, c'est bon, écoute. mais ne nous arrêtons pas avant d'avoir les chiffres. Alors le budget, c'est un budget de 10 millions de dollars pour The Brutalist, avec un box-office mondial à 31,3 millions, dont 14,6 aux États-Unis. Et pour sa première semaine en France, qui était donc du 12 février au 18 février, il a fait 142 318 entrées. C'était le 3e des nouvelles sorties de la semaine, derrière Captain America Brave New World et Bridget Jones Fall de lui. Ce qui est tout à fait honorable, je trouve. Hein. Moi, la séance de dimanche après-midi était bien remplie. C'est ça. Non mais franchement, le Pour un film nombre... de 3 heures, qu'il y a quand même autant de monde qui viennent sur une première semaine. Voilà, en moyenne par copie, il est très très fort, The Brutalist. Après, c'est les Oscars qui aident, quoi. Tu vois, on sait qu'il est en Mm. compétition, donc on va le voir, quoi. C'est ça, en plus, c'est l'un des derniers films à sortir avant la cérémonie, qui est Mhm. donc le 2 mars, si je dis pas de bêtises. Voilà quoi. Ainsi soit-il. Il y a un autre film où on est 4 à l'avoir vu. En même temps, Jérém, Julien et moi-même l'avons vu 1 heure avant de enregistrer l'épisode. Voilà, c'est Gromit, la palme de la vengeance. Bonjour, Gromit. Comment il va, mon cabot préféré? Une nouvelle grande journée d'invention m'attend. Tu n'en reviendras pas en voyant ma prochaine création. Le intelligent artificiel. Appelle-moi Murbot. Oh, oh, oh. Regarde comme il va vite. Oh, une grenouillère Wallace.
Moi, je suis très fan de Wallace et Gromit. Le Mystère du Lapin-Garou, c'est un des tout premiers films que j'ai vu au cinéma quand j'étais gamin. J'étais ultra fan de Wallace et Gromit et des studios Hardman quand j'étais gamin. Et putain, c'est décevant. Tu es dur quand même. Quoi ? Après, c'est toi l'expert en Wallace et Gromit, mais je te écoute, trouve dur. Je me suis refait l'intégrale ces 3 derniers jours, plus Chicken Run. Il n'y a Ouais. pas le timing comique Tu trouves ? Ouais, si c'est- particulier, On tu a vois. quand même bien rigolé. On a bien rigolé sur certaines vannes en particulier. En général, j'avoue que le rythme du film, bah, pour 1h20, des fois, je suis un peu dans l'attente qu'il y ait une petite vanne là, tu vois. On est d'accord, hein. Ouais, je le trouve un peu simpliste dans son. Moi, déjà, le début me faisait beaucoup penser à Toy Story, mais je pense que c'est le côté jalousie entre Oui. deux personnages. Mais c'est vrai que le film est assez court et en même temps, je trouve qu'il se passe pas énormément de choses. C'est que ce soit avec le pingouin, parce que j'ai plus son nom. Feather McGraw. Je vais l'appeler le pingouin. Ce sera Le plus Ah, pingouin, s'il te c'est plaît. plus simple. C'est tellement classe comme nom. Feather Feather McGraw. McGraw. Bah, c'est un côté très simple, genre dans son évasion, dans les résolutions des péripéties. Après, voilà, moi je trouve que c'est assez marrant, tu rigoles bien. Je trouve que la réalisation est plutôt bien faite, genre comment ça insiste avec le montage sur les instants dramatiques comiques. Voilà, après, comme je le disais à Owen, mon souvenir de Wallace et Gromit, c'est l'épisode, le tout premier, Sur la Lune. sur la Lune, qui apparemment n'est pas le meilleur, tu m'as dit. C'est vraiment le moins bon. Et c'est vraiment le seul souvenir que j'en ai, mais après, j'ai toujours gardé une petite sympathie pour Wallace et Gromit. Moi, j'aimais beaucoup dans le film le nain nain de jardin, enfin les nains de jardin, parce que du coup il y a tout un propos où tu vois un peu le sous-texte de l'IA, quoi, de qu'est-ce que, comment, à quel point ces nains de jardin ils aident, ils remplacent du coup Gromit, et je pense que le réal du coup il a pensé direct un peu à l'IA, qu'est-ce que l'IA peut remplacer dans. Ah dans oui, la mais c'est conception très de l'art. dans l'air Donc, du temps. C'est cool quand même, tu vois, il y a un petit propos. Moi j'ai pas vu en fait d'autres, voilà, c'est Gromit. Ah ouais. Donc Et en bah, fait, du coup, moi j'ai découvert des trucs que vous avez découvert depuis longtemps. Le fait que Gromit ne parle pas, c'est génial, tu vois. Même Ah le oui. pingouin, en fait, les deux. Du coup, c'est tout, Mais tout est dans la gestuelle et dans. Tu vois. Mais Feather McGraw, c'est giga drôle parce que même son car design fait qu'il a aucune expression C'est du ça, visage. il a aucune expression. La seule mais expression t'arrives, qu'il a, c'est des gouttelettes de transpiration à certains instants parce qu'il stresse, tu vois. Mais c'est génial, moi j'ai adoré. C'est là où t'as les petites utilisations du zoom et tout, mais ça fonctionne vraiment très bien en termes comiques, je trouve. Je suis toujours impressionné par la qualité d'animation quand même. Ah oui, hein, ça par contre. Ça, faut le souligner quand même. Il y a une qualité d'animation. Dès le début, on te met un plan avec de la pluie et tout, donc ça devait être super galère à gérer. Je sais pas comment ils ont fait. Bon, après, il y a je sais pas à quel point le numérique, maintenant qu'il y a du numérique. Ouais, il y à a quel quand même pas mal d'étalonnage numérique voilà, sur cet à quel- épisode. à quel point ça a eu de l'importance dans le processus créatif, mais il y a une qualité d'animation Ouais. vraiment indéniable. Mais tu vois, tu regardes Un mauvais pantalon qui est sorti il y a 30 ans. Bah, Un mauvais pantalon est infiniment plus impressionnant. Après, c'est normal, tu vois. Genre, voilà, là, on parle d'un film de 2025. Mais en vrai, mec, le mystère du lapin-garou. T'aimes bien Hot Fuzz ? Ouais. Bah, mec, genre, en matière d'humour britannique, c'est un cran au-dessus. Et en fait, le truc un peu con sur ce film-là, sur La Palme de la Vengeance, c'est que, genre, c'est de la même histoire tout du long. Enfin, c'est la même histoire. Il n'y a pas vraiment de retournement de situation. Tu vois très bien où le film veut venir tout du long. Et il y a ce climax qui est très chouette, mais ça va pas plus loin. Dans Le Mystère du Lapin-Garou, t'as un retournement de situation au milieu du film qui change toute la donne. Et qui relance un intérêt dans le récit. Mais malheureusement, le film est produit par Netflix, La Oh. Palme de la Vengeance, qu'il n'y a pas un truc où ils ont voulu un film plus lisible et qui tu vois, qui saute un peu moins en dehors des rails. Je pense pas, hein, parce que de base, c'est des films d'animation tout public, pour la famille, petits enfants, tu vois. Moi, j'étais gamin, je regardais Le Mystère du Lapin-Garou à 6 ans, je me tapais des barres, tu vois. C'était pas parce qu'il y avait Netflix rematé Le Mystère du Lapin-Garou, rasé de près, Un sacré pétrin. Ouais, Mauvais pantalon, c'est. Mais Sacré Pétrin, j'ai été pas mal surpris, j'avoue aussi. Ah, que- c'est vachement drôle, le c'est- Sacré c'est- Pétrin. il est Et drôle. en plus, je bifurque parce que du coup, comment ça s'appelle là, l'autre production Arcom là. Hardman c'est Chicken Run. Chicken Run, ils avaient fait aussi une suite sur Netflix. Je l'ai Et toujours c'était- pas vu. Finalement, c'était aussi le même délire, c'est que dedans, t'as tout un truc où la Moi, on m'a dit que technologie, c'était pas bling. c'était pas fou. Voilà ce Ah. qu'on m'a dit. hein. Mais tu Je vois, me suis c'est- rematé Chicken Run hier. Est-ce Ouais. que t'as vu Shaun le Mouton ou pas? J'ai vu le 2 au cinéma et je regardais le dessin animé quand ça passait sur France 3 quand j'étais gamin. Sur Ludo. Ouais. Oh là là, les J'adorais, souvenirs. j'adorais. Non mais Hardman, de manière générale, je trouve ça génial. Hein. Ah, c'est ça le nom, du coup, Hardman. Les studios Hardman. Hardman. Et le gars qui a fait vraiment tout ça s'appelle Nick Park. Nick Park, quoi. Et c'est eux qui ont fait le clip de Sledgehammer de Peter Gabriel. Ah, Putain, petite c'est- info. C'est une rêve qui parle à personne. Si, totalement. Ouais, non, t'inquiète. Batte-le, le De clip fou. est dingue. Ouais, de ouf, ça me La fait- chanson de base est folle. Fred, il me disait c'est son clip préféré. Ah, c'est mon clip Ouais, préféré. genre, waouh. Bande d'enfoirés. Bref, rien de plus sur Voilà, c'est Gromit de la Pomme de la Vengeance. J'aurais aimé que ce soit plus, parce que c'est Voilà, c'est Gromit quand même et que c'est trop bien, mais ce ne sera pas plus. Ouais. On va passer au rattrapage des films qu'on a vus un peu individuellement chacun de nos côtés. Jérém, tu as vu 5 septembre, Captain America Brave New World. Oui. Fred, tu as vu Striptease intégrale. C'est pas un striptease.
C'est nul. Ouais. Je suis fatigué. Moi aussi. Et moi, je suis allé voir j'en parlais dans ma news l'émission précédente. Je suis allé voir la restauration 4K de 4 nuits d'un rêveur. Je propose que tu commences, Jérémy, par 5 septembre. Et oui, 5 septembre, pourquoi j'ai été le voir ? Parce qu'il est nommé à un seul Oscar, mais je me suis dit pourquoi pas, vu qu'il est nommé en meilleur scénario original. Et bah franchement, c'est peut-être le meilleur film de l'année pour l'instant. Ouais, pourquoi ? Parce que je trouve que le film dure 1h30, t'as pas le temps de t'ennuyer, et il use, certes, de façon très simple, mais tout ce qui est la tension sur un moment historique. Vraiment, le moment, tu le connais, enfin, a posteriori, tu le connais, mais de savoir comment les gens ont pu réfléchir, bien sûr, c'est scénarisé et tout, mais comment les gens ont pu réagir et réaliser qu'ils étaient en train de vivre un moment historique et comment tu le mets en scène, parce que très clairement, tu suis l'équipe de télévision d'ABC qui a eu, du coup, les images sur la chambre où étaient emprisonnés des athlètes israéliens. Et donc, pendant tout le film, il se pose la question d'une part, au début, comment on va filmer ça, mais une fois qu'il filme ça, quelles conséquences ça va avoir ? Quelles conséquences ça va avoir, d'une part, sur les spectateurs, quelles conséquences ça va avoir potentiellement sur la vie des personnes qui sont prises au piège, etc., etc. Et je trouve ça hyper pertinent, surtout quand tu sais que des années plus tard, BFM TV va faire la connerie de balancer pendant l'hypercachère, la prise d'otage de l'hypercachère, où est-ce qu'étaient cachées les personnes. Et je trouve ça dingue de se dire que dans les années 70, les personnes qui ont filmé ça avaient ces réflexions-là, et c'est débattu à l'écran. Et du coup, tu te poses toi-même la question, est-ce que c'est légitime ou pas de filmer ça ? Est-ce que c'est pertinent, c'est légitime ? Est-ce que ça va pas mettre en danger ? Bien sûr que si, finalement, ça met en danger. Mais donc que en 2015, des personnes n'aient pas eu de la jugeote d'esprit de le faire. Le problème de l'info en continu. Donc c'est un peu ça aussi, il y a un peu cette critique un peu de l'info en continu, de la recherche constante de nouvelles images, de nouvelles choses à dire. Et franchement, c'était impressionnant de puissance en termes de rythme aussi également. Parce que voilà, tu t'arrêtes pas, tu sens que toute l'équipe elle est un peu dépassée par les événements, etc. Enfin, vraiment, c'était du début à la fin, c'était impressionnant. Et je dis ça alors qu'en plus j'ai dû me barrer de la salle parce qu'ils avaient oublié d'éteindre les lumières du cinéma, de la salle. Ah bon ? Je te jure, j'ai dû aller voir la mec pour qu'il les retire. Du coup, j'avais bien loupé 2-3 minutes à la fin, le temps que je fasse l'aller-retour. À la fin ? Au début, pardon. Ouais. J'ai bien dû louper 2-3 minutes le temps que je fasse l'aller-retour pour dire ça. Et ils ont bien mis 5 minutes avant de rééteindre les lumières complètement. Donc du coup, les 10 premières minutes du film, full lumière. Mais bon, ça m'a pas empêché d'apprécier le film de fou, quoi. C'était quel cinéma ? MK2 Bibliothèque. Hein. Bon alors, MK2 Pour moi, le meilleur film de l'année pour l'instant. Et toi, Frédéric ? Bah écoutez, moi je suis allé voir Striptease Intégral, qui est donc un documentaire qui reprend les mêmes fondements que l'émission en fait Striptease, que je ne connaissais pas de base, hein. Je l'ai découvert l'année dernière ou cette année, je sais plus très bien. Et donc on retrouve vraiment la même patte en fait. Donc c'est plusieurs réalisateurs qui suivent 5 personnages différents et qui font une sorte de documentaire sur leur vie. Et on retrouve vraiment ce même truc que j'aimais beaucoup dans l'émission de base, c'est que c'est court-métrage du coup qui juge pas les personnes qui a le film, même si tu peux, à toi, spectateur, le juger ces personnes, mais qui les accepte comme ils sont en fait. Donc c'est toujours le même sentiment un peu triste de voir ces modes de vie qui sont pas forcément les meilleurs, les plus sains, les plus heureux, mais qui sont acceptés en fait comme tels. Donc par exemple, on commence, on filme, donc là on est quand même en 2025, donc il fallait quand même s'intéresser à une nouvelle tranche d'âge, une nouvelle tranche de personnes, mais tout autant recluses que les personnes qui filmaient à l'époque, mais les influenceurs en fait. Donc en fait le film commence avec 2 influenceuses vraiment de notre âge, la vingtaine, qui partent à Dubaï vivre leur vie et promouvoir des appartements à acheter, tu vois. Donc il y a un truc très genre, t'as l'impression que leur vie est très rêvée, en même temps elle est très fermée. Donc c'est cool. Et donc le film commence, moi je juge ces meufs quoi, enfin tu vois, j'en ai un peu rien à foutre, mais tu les acceptes comme elles sont. Donc après le film bifurque, qui s'intéresse ensuite à une vieille comédienne qui part à Avignon participer à un festival, donc le festival de théâtre et de stand-up, et en fait rate totalement ses pièces. Vous avez 2-3 personnes qui assistent à ces spectacles, donc tu vois un peu sa tristesse face à ça. Et en même temps, tu t'acceptes ses défauts parce que c'est vraiment une meuf horrible avec son mari. Donc il y a plein de trucs en fait où on filme des personnages, on filme des personnes qui sont pas forcément les meilleures et on les accepte comme elles sont. Donc c'est ça, c'est de là d'où naît l'émotion quoi. Parce que c'était un peu ça Striptease l'émission. Enfin je sais pas si t'avais vu. J'ai jamais vu, mais j'ai vu qu'il passe beaucoup en salle. Genre il passe beaucoup. Donc faut que je me motive. J'ai failli. Mais voilà, il y a ce truc un peu très très émouvant en fait
tu commences à juger ces personnes et finalement, plus tu les filmes et plus tu les acceptes. On a un autre personnage, c'est une femme, une mère au foyer qui est zéro déchet, qui casse les couilles à sa famille à dire non, zéro déchet. Elle tricote des sortes de serviettes en tissu pour se laver le cul dans les toilettes. Et le fameux papier toilette réutilisable. Ah ouais, exactement, tu vois. Non. Et elle répète zéro déchet. C'est très drôle, tu vois. Ouais. C'est navrant et en fait, t'acceptes ça. Et tu trouves de la beauté dans des vies où tu te dis mais jamais je ne vivrai comme ça, tu vois. Voilà. Et puis d'un coup le film s'arrête et il te montre pendant 15 minutes une autopsie d'un corps. Une vraie autopsie. Ah oui, donc c'est violent. C'est très violent. Parce que justement on fait l'autopsie de ces personnes. Mais il est interdit au moins de 16 ans, quelque chose comme ça. Au moins de 12 ans. Interdit de moins de 12 ans. Moins de 12 ans, du coup, ça m'avait surpris qu'il soit interdit. Voilà, il est expliqué par cette autopsie qui est vraiment le visage est caché mais tout le reste est pendant 15 minutes un médecin en fait se dépece le corps, casse la cage thoracique, enlève la peau. C'est très trash, mais ça trouve tout son sens dans ce que veulent dire les courts-métrages en fait. Non, mais ça a l'air très fort comme proposition. Non, vraiment c'est génial et ça garde le même esprit en fait. Je crois qu'il y a même des équipes parce que chaque court-métrage a une équipe différente, mais certaines équipes étaient vraiment les anciennes équipes de l'émission en gros. D'accord. Donc c'est cool. Et ce striptease intégral, du coup, tu l'as vu où ? Je l'ai vu au GC Les Halles. Oh, j'aurais dit au Moulin Rouge. Très drôle. Très beau. Merci. C'était trop cher au Moulin Rouge. C'est vrai que ça fait cher la séance, le Moulin Rouge, quand même. Du coup, moi, c'est un film qui est sorti en 71. Alors, sur toute la communication de cette restauration 4K de 4 nuits d'un rêveur, on vous dit que c'est le chef-d'œuvre inconnu de Bresson, celui que vous ne pouviez pas voir auparavant. J'en sais rien, parce que du coup, moi, j'ai pu le voir immédiatement en découvrant son existence. On avait vu des extraits quand même de ce film-là en fac. Mais soit. Donc, c'est pas le film le plus connu de Robert Bresson, 4 nuits d'un rêveur, c'est une adaptation d'un livre de Dostoïevski, pas le plus long, qui s'appelle Les Nuits Blanches, et ça a été adapté déjà en Italie, en Russie, et en fait, de manière générale, c'est souvent considéré, l'adaptation par Bresson, comme la plus belle, la plus pure. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte un mec qui vivote un petit peu, c'est un peu un Jean-Pierre Léo bis, qui tombe près du Pont Neuf sur une fille qui est pas loin de se suicider. Il l'empêche de se suicider, et il l'écoute. Ses déboires d'amour à cette jeune dame qui raconte qu'elle avait un colocataire qui l'a séduite mais qui a dû s'en aller, qui lui a dit que dans 365 jours tout pile, il reviendra la trouver. Et voilà, ce personnage-là va l'écouter de manière désintéressée au début, va décider de lui venir en aide dans ses déboires amoureux, mais nuit après nuit, durant 4 nuits, il va devenir in love. Donc voilà, c'est l'histoire d'un amour naissant, nuit après nuit, avec beaucoup de flashbacks dans un Paris post-mai 68, très musique, très folk, très libre et très, très doux. Et ça sent l'été, ça sent l'amour, c'est paisible, ça fait du bien. Et vraiment, à la fin du film, je croyais de nouveau en l'amour. Oh, c'est beau. Et tu n'y crois plus maintenant ? Bah non, parce qu'en l'espace d'une seconde, le film a complètement brisé mes espérances. Bah ouais, c'est Bresson, mec, c'est toujours pessimiste, Bresson. Bah ouais, combo Bresson-Dostoïevski, qu'est-ce que tu crois ? Ah oui. Donc voilà, j'ai cru en l'amour, je n'y crois plus. Merci Bresson. Je n'y croirai plus jamais. C'était quand même un super film, c'est super beau. Franchement, allez le voir, les gars, ça défonce. Il est encore en salle, parce que là, ça fait une semaine qu'il est sorti. Je sais pas combien de temps il est censé rester. Non, mais il y a moins qu'à, parce que 2046 qu'ils avaient ressorti en décembre, il est encore disponible dans certaines salles. Ouais, non, il est sorti genre le 18, hein. La projo. Ah, pardon. Moi, je suis allé le voir en avant-première. Ah, c'est pour ça, non, donc on est toujours sur la première semaine d'exploitation, voilà. Donc ça doit être super simple de le trouver. Donc, conclusion, Bresson, ça défonce. Captain America, ça défonce ? Non. non j'ai l'impression de refaire une compagnon là dans la manière dont je t'ai répondu, mais oui. non, ça défonce pas du tout, quoi. C'est. Sans douter quand même. Ouais, on dirait une vanne comme ça, mais c'est quand même 35e film Marvel et c'est vrai, quoi. Parce que c'est vrai que la bande-annonce, elle vend du rêve, ça te vend vraiment. Non, mais moi, ça me vendait le truc. Regardez, on est Marvel, mais on tente quand même des trucs. Ils veulent tenter un côté thriller politique, alors que pas du tout, ça fonctionne absolument pas, tu vois. Enfin, c'est vraiment, il y a rien qui est, enfin, il y a pas grand-chose qui est développé. En gros, pour avoir vu le film, faut que t'aies compris, faut que t'aies vu l'incroyable Hulk, faut que t'aies vu tous les anciens Captain America, Falcon and the Winter Soldier, pas. Oh, on souffle. Donc voilà, c'était un peu
relou. Alors après, bien que j'ai pas tout vu là-dedans, j'avais compris à peu près tous les tenants et aboutissants du film en même temps, c'est pas compliqué. Il y a le méchant et il y a le Il gentil. y a un peu le méchant, il y a un peu le gentil. Voilà, et c'est un peu ça, quoi. C'est, Harrison Ford, il s'est vraiment marré sur ce film, quoi. Je crois que le gars a vraiment expliqué qu'ils s'en battaient les couilles. Il s'en bat les couilles et pourtant c'est peut-être le plus convaincant dans tout le casting, hein. Franchement. Ouais, parce que Anthony Mackie. Anthony Mackie, on lui donne rien à jouer en fait. En fait, le truc, c'est les autres acteurs, on leur donne rien à jouer. Tim Blake Nelson, là, qui revient du méchant de l'incroyable Hulk. Spoiler, hein, parce qu'on essaye de te faire croire pendant tout le film, on te tease un peu qui c'est, mais bon. Voilà quoi, on s'en fout un peu quoi, c'est le méchant de l'incroyable Hulk. Et genre vraiment, il cabotine comme pas possible le gars, enfin c'est vraiment. C'est Marvel à son état pur qui est du très bas de gamme, hein. du très bas de gamme. Et au niveau FX, c'est pas ouf, les scènes d'action, il y en a aucune qui est mémorable, enfin vraiment depuis. Pour moi, depuis Endgame, est-ce qu'il y a un Marvel qui a été mémorable? Eternal. Sauf pour moi, excepté peut-être le troisième. Spider-Man Non, Gardien de la Galaxie. Ah oui. Gardien de la Galaxie, Doctor Strange, c'était quand même plutôt. Doctor Strange 2, Eternals, non, il y en a eu quelques-uns quand même pour moi. Ouais, Gardien de la Galaxie, oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils vont rester dans la postérité, tu vois? Il y a eu le Spider-Man No Way Home, parce qu'il a fait beaucoup de chiffres, et le retour de Maguire et Garfield, mais en soi, tout le monde y oui. Quand les gens ont commencé à y réfléchir après la hype, ils se sont rendus compte que c'était bien du foutage de gueule. Et donc voilà, le seul petit truc, c'est que Marvel, qui décide d'habitude de pas faire de politique, là, ils ont tenté un truc, enfin, tenté un truc entre guillemets. Il y a une toute petite critique, parce que en gros, bon, c'est pas une surprise, parce que il y a Red Hulk dans le film, et donc du coup, Red Hulk, il est quoi? Il défonce la Maison Blanche, et il est surtout de la Maison Blanche à taper les méchants avec le drapeau américain. Et c'est quoi la couleur des républicains? Le rouge. Et qui c'est qui a à ce moment à la Maison Blanche? C'est Trump. Bon bah voilà, c'est vraiment le. Ça fait réfléchir. C'est vraiment ça fait réfléchir au minimum quoi. Mais... Nous sommes des artistes investis et conscients. Je suis même pas sûr que c'était conscient parce que je sais pas à quel moment la scène a été pensée, mais je suis même pas sûr que c'était conscient de faire ça. C'est toi qui cherches des interprétations. Ah ouais, ça se trouve j'en est arrivé là. J'en suis arrivé là. C'est vide quoi. Vraiment. Après, de base, les comics disent un truc sur le monde. Hein. Je veux dire, Civil War, le comics, c'est très politique. Oui, mais en fait, Marvel a tout fait pour ôter de l'aspect. Enfin, maintenant, hein. Avant, il y en avait un peu, mais maintenant, il y a tout qui a été fait pour ôter l'aspect politique, même la politique dans les films. Bah là, t'en traites un peu parce que ça se veut comme un thriller politique, mais t'as l'impression que ça touche personne à part les États-Unis, la France et le Japon. Enfin, les États-Unis, la France, le Japon et les. Parce qu'il y a quand même un autre pays que les États-Unis dans le film. Ouais. Waouh. T'inquiète pas, il va au Japon, je te jure. Ah, c'est génial. Non, c'est un bon film alors. Donc, non, voilà, t'as l'impression qu'à part ce microcosme de pays qui sont assez puissants, il y a personne d'autre. En même temps, les États-Unis, est-ce qu'ils vont s'intéresser à des pays qui sont impuissants? Ça dépend s'il y a du pétrole ou pas. On est parti, Moi, je m'attendais pas à ce que ce Captain America amène ce genre de truc, hein, mais. On a un peu glissé. Oui, bah, arrêtons de glisser, terminons la glissade. T'as une petite tache de noir là sur le pull. C'est du pétrole. Oh putain. Bref, on a fait le tour de tous nos films. On a pas mal dérapé. Et maintenant, c'est la deuxième partie. Il va y avoir des chiffres et des jeux. Et tout est entre les mains de Jérémy, puisqu'il a à la fois le contrôle des chiffres qui sont des jeux, et il a le contrôle du Joker. Alors, vu qu'on est en pleine saison des récompenses, je me suis dit que j'allais ressortir un jeu que j'avais pas fait depuis un petit temps. Un petit l'un ou l'autre. Est-ce que vous vous souvenez de celui-là ou pas? Ah, ça me dit un truc. Ça me dit. Alors, puisque lors des cérémonies de récompense, on se concentre sur des personnes et notamment sur des réalisateurs et réalisatrices, c'est en quoi je vais vous proposer 2 films d'un même réalisateur ou d'une même réalisatrice et vous devez me dire lequel a fait le plus d'entrées en France. Ouais, c'est ça, c'est celui-là, c'est l'un ou l'autre. Le premier, je l'avais fait sur des jeux, sur des trucs un peu, des jeux jeux de mots entre les films. La dernière fois, c'était les films qui avaient le même titre, et bah là, c'est 2 films d'un même réal. Et donc vous allez devoir me dire, selon vous, lequel a fait le plus d'entrées en France. Voilà. Tac au tac. Et j'ai essayé de faire un peu plaisir à tout le monde en prenant des réalisateurs que tout le monde aime à peu près bien, ou certaines personnes spécifiquement, vous allez voir. Il a prévu Gore Verbinski. Tu me connais tellement. Pirates des Caraïbes 2. Alors. Bien joué. Et commençons par l'un des réalisateurs préférés d'Owen. Gore Verbinski. Christopher Nolan. Entre Memento et Le Prestige, lequel a fait le plus d'entrées en France? Le Prestige. En France. Memento. Non, Le Prestige. Prestige, je sais pas. Ah, mais quoi que non, parce que Memento, ils ont dû le ressortir après les succès de Nolan, donc vas-y, va pour Memento. Memento, ouais. Vous avez tous raison, en effet, c'est bien Memento avec 233 982 entrées contre 193 166 pour Le Prestige. Non, j'allais dire, le Prestige, il est jamais ressorti en salle.
Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu l'oublié de Nolan, non? Bah, que Memento, il est quand même assez. Prestige est sorti même avant Begins, il me semble, non? Ou juste après Begins? C'est juste après Begins. Ouais, donc il est pas deux, encore ultra, il est pas encore, il explose pas encore. Il y a même pas Interstellar à ce moment-là. Il n'y a pas encore The Dark Knight. Ouais. C'est ça, il le sort entre Begins et Dark Voilà. Knight. Ouais, donc c'est cohérent. Continuons avec un des réalisateurs qui nous a sorti un film l'année dernière, Robert Zemeckis. Entre Retour vers le futur 2 et À la poursuite du diamant vert. Retour vers le futur 2. Je sais même pas, je sais quoi la poursuite du diamant vert, les gars. C'est le film qui fait juste avant Retour vers le futur, premier du nom, si tu veux Non, savoir. Retour vers le futur. Bah oui, Retour vers le futur 2 surtout. Bah, je pense pas, moi, ouais, la ça poursuite sent du le- diamant C'est un vert. piège, genre. Bah, Mais il me semble pas que Retour vers le futur 2 ait marché des masses. Hein. Le 1 avait super bien marché, donc le 2. Le 2 il se fait défoncer par la presse. Donc pour l'instant, Bon, il y a je tout le vais monde rester qui a sur un Retour point. vers le futur 2, mais ça sent le piège. Ouais. À la recherche du diamant perdu. Alors déjà, ce film n'existe pas, ou peut-être, mais c'est pas À Robert la recherche Zemeckis. du diamant vert. Ah ouais, bon, diamant. Du coup, À la recherche du diamant À la vert. recherche et du Julien, diamant vert. parce que je me concentre surtout sur Julien, parce qu'il avait l'air d'hésiter. Ouais, bah moi je reste sur mon truc, mais je. Ok, Owen et Fred, 2 points, Ok. puisque c'est bien À la poursuite du diamant vert qui a fait le plus d'entrées, avec 3 157 966 contre 2 924 108 C'est pour vrai, c'est vrai. Retour vers le futur 2. Un autre réalisateur qui nous a sorti un film l'année dernière et dont on parle souvent dans DCP, il est temps de parler de notre cher ami Papy Ridley Scott. J'allais dire du pieu, j'en peux Non, non, pas du pied. Le mot est interdit sur ce plateau. Ça y est, on en a marre. Entre Hannibal et Blade Runner. Ah. Tu vas pas Hannibal. me dire que. Mais vas-y, c'est pas possible. Ouais, mais Hannibal, regarde, ça vient après la grosse hype, tu vois, du Silence des agneaux. T'allais dire, attends. On est fatigué. Du silence, non? un mélange de- Le silence. Non, bah, Non, t'as raison, Valé. Hannibal, il est quand même, c'est Hannibal. Hannibal. Hannibal, ça a cartonné. Vous n'êtes pas tombé dans mon piège, en effet. C'est bien Hannibal qui a fait le plus d'entrées, avec 2 579 878 contre 2 40 168 pour Blade Runner. Donc, 3 points Owen et Fred, 2 points Julien. Évoquons maintenant un réalisateur dont un film est sorti récemment et dont on a parlé ici même, Steven Soderbergh. Entre son remake de Solaris et la première partie de son biopic sur Che Guevara. Oh, zéro idée. Je pense que c'est le Che Guevara, ça marche bien les biopics. Ouais, je vais partir sur le Guevara. Ouais, moi aussi. Ah bah c'est trop simple si tout le monde se suit, mais en effet Désolé. c'est bien Che, en effet première partie avec 547 445 contre 445 039 pour son remake de Solaris. Tu me suis? Mais c'est imperfect. Donc pour l'instant on est sur un perfect du côté de Owen et Fred et un point en moins pour Julien. Continuons et faisons un peu plaisir à Julien puisqu'on va parler de John McTiernan. Ah Entre Last Action Hero et Predator. Ouais, mec. Last Action Hero, je crois que c'est un peu bidé. Hein. Predator. Mais Predator, ouais, Predator, ça a toujours été un gros succès. Predator. Vous avez tous faux. Ah ouais? Puisque c'est Last Action Hero avec 1 844 301 entrées contre 1 480 847 pour Predator. C'est ultra serré. Ah, il y a quand même 400 000 entrées de différence quasiment. Ouais, mais c'est ultra serré. Donc voilà, première fois que vous tombez dans un piège, donc personne ne fera le perfect, désolé. Donc on est toujours sur 4 points pour Owen et Fred et 3 points pour Julien. Parlons maintenant d'un réalisateur un peu plus ancien, Alfred Hitchcock. Entre Fenêtre sur cour et Le crime était presque parfait. Le crime était presque parfait. Je crois que Fenêtre sur cour, ça a pas marché au début. Fenêtre. Le crime était presque parfait parce qu'il y Ah, avait- mais j'aime pas le crime était presque parfait, alors j'adore Fenêtre sur cour, donc Fenêtre sur cour. Fred passe à 5. Yes. Owen reste à 4, Julien reste à 3, puisque c'est Fred bien le crime. va-t-il enfin gagner un jeu? Oh, il a déjà fait. Non, c'était sur l'autre d'avant, mais c'était sur les connaissances cinématographiques un peu, donc voilà. Donc, Ah, il y a eu ce haussement de sourcil. donc le crime était presque parfait, donc avec 320 635 entrées contre 2 49 181 pour Fenêtre sur cour. Faisons un petit plaisir à Fred. Évoquons une réalisatrice pour Claire une fois. Denis. Claire Denis, voilà. Ah, elle a la bidé tellement de fois. D'ailleurs, Fred, il y avait une news sur Claire Denis. Je Ouais, me suis j'ai dit, je vu. vais la laisser à Fred. Ouais, j'ai vu, j'ai oublié. Moi Le aussi. cannibale. Ouais, je crois que c'est ça. Entre Beau Travail et 35 Roms. Beau travail. Attends. J'ai vu les deux films, j'adore 35 Roms. Attends. Si t'as autant galéré à trouver 35 robes en DVD, c'est qu'il y a peut-être une raison. C'est pas faux. En Beau plus, travail. Il y a pas encore. Bah ouais. Ouais, quoi 35 Roms. Bah non, du coup, Owen revient à égalité avec Fred. Julien reprend un point. Je t'ai donné la réponse, mec. Parce que Beau Travail, 75 966 entrées contre 45 724 pour 35 Roms. Retournons sur un réalisateur fétiche d'Owen. Gore Verbinski. Voilà, là t'as bon. Entre Rango et Lone Ranger. Bah gros. Oh, Mais les ouais. deux, c'est des fours, hein.
Les deux ont pas marché, mec. Rango, ça fonctionne. Lone Ranger, ça a tellement pas marché qu'ils ont pas fait de suite, donc je dirais Rango ouais. Bah, c'est toi l'expert, hein, t'as fait un Bah, mémoire mec, dessus. c'est T'as Rango. t'as les chiffres. Hein. C'est Rango. Lone Ranger. Ouais, Lone Ranger, ça a bidé Lone Ranger. Rango. Lone Ranger. Attends, on est bien d'accord qu'on dit le film qui a eu le plus d'entrées. Bah oui. Rango. En France. Oui, bah oui, en France. Lone Ranger. 6, 5, 4. Merde. Bam Rango, en effet, bien joué Fred. 1 259 125 contre 1 175 894 pour Lone Ranger. C'est un film d'animation, en ça fait- attire tout le monde. Mais en fait, je savais que sur le box-office mondial, Lone Ranger a fait plus que Rango, mais c'est juste proportionnellement par rapport à son budget, il a bidé. Mais oui, effectivement, Rango, c'est pas un giga succès, mais c'est un chef-d'œuvre. Donc là, tu peux dire que c'était serré, Julien. Là, tu peux dire que c'était serré, il y a même pas 100 000 entrées de différence. Ah oui. Donc Fred est de nouveau seul en tête. Continuons avec un réalisateur qui a l'air d'avoir signé pour rester sur Netflix, Guillermo del Toro. Aïe, aïe, aïe. Entre Pacific Rim et Blade 2. Ah. Pacific Rim. Ah, mais ouais, mais Pacific Rim, ça a bien marché quand Ça a même. bien marché, Pacific Rim. Ça a bien marché. Mais comme il arrête de faire des petites fourberies là, hein. Je sais pas. Blade 2. Qui se rappelle de Blade 2? Moi, j'appelle de Blade 3. Allez, j'ai dire Pacific Rim. Tu sais qui se rappelle de Blade? Donc Pacific Rim. Ça a bien aussi marché, pour toi, Pacific Rim. Ça a super bien marché. Julien. Pacific Rim pour toi aussi, Ouais. Julien. Owen retourne à égalité avec Fred. Blade Non 2 avec 1 238 432 entrées contre 1 19 101 pour Pacific Rim. T'as déjà vu quelqu'un, quand tu lui dis c'est quoi ton super-héros préféré, il te dit Blade? Personne. Mais Personne non, mais dit en ça. vrai, à son époque, ça a fait un carton, Blade. Hein. Franchement, les gens kiffaient. C'était genre, tu sais, il y avait Spider-Man, il y avait X-Men, c'était très bien. Il y avait Daredevil, Elektra, c'était de la merde. Et bah, Blade, c'était le seul super-héros, un tant soit peu sérieux et gore, qui arrivait à être bien. T'as oublié Punisher, Oui. Ouais, avec Ben Affleck. Comment il s'appelle l'autre super-héros là qui vient du monde des morts et Ghost Rider. Ghost Rider. Alors il y a eu lui et l'autre avec sa The cape Crow. là, avec sa super cape. Spawn. Spawn. Ah la vache, oui, celui-là, faut le retrouver. Ah bah lui, il marchait pas du tout, lui. Oui. Donc, égalité de nouveau entre Fred et Owen. C'est 6-6 et derrière, il est à 5, Julien. Ça Il va, est pas loin, il est pas ça loin. va. Petit kiff pour moi, parlons d'Amniad Shyamalan. Entre Signe et Le Village. Signe. Le village. Sin, c'est avant le village, non? D'abord, il a fait Signe et après Le Village, ouais. Le village. 7 pour Fred, 6 pour Julien, 6 pour Owen, puisque Le Village a fait 2 430 910 entrées contre 2 59 812 pour Signe. J'ai l'impression de le battre sur un. Ah ouais, non mais c'est serré hein, c'est serré. Ça va être serré parce que là, on va refaire plaisir à Fred en évoquant Terrence Malick. Ok, là, je peux pas perdre. Entre La Ligne Rouge et The Tree of Life. Je pense que Tree of Life. En fait, Tree of Life, il est revenu. Bah, je vais pas donner les réponses. Ça sert à rien. En fait, je suis en train de vous donner les réponses. Non, bah, dites vos Moi je vais réponses. partir sur The Tree of Life. Ok, tu confirmes, hein. Oui, je confirme. Ok, à toi. Ouais, les deux, c'est chaud. Hein. Mais Tree of Life, c'est le retour de Malik, je me dis. Donc les gens, ils ont dû faire waouh, il est de retour. Donc Tree of Life. Vous avez tous bon. Attends, mais j'ai pas répondu, moi. Ah bah si. Maintenant, t'as Ah, je vais dire Tree. Bah non, mais pour moi, t'avais répondu en disant ça, si. Bah oui, en vrai, oui. Oui, bah oui. Donc, vous avez tous bon, en effet, Tree of Life avec 872 895 entrées contre 870 219 pour La Ligne Rouge. Il y avait même pas 2000 entrées de différence. Ça allait tellement dire la ligne rouge. Ah, je suis désolé. Non, mais ça a été découpé. Putain, je suis désolé, j'ai gâché un truc. Tellement dire la ligne rouge. De dire genre, mais non, mais on l'a oublié, Terrence Malick, au bout de 30 ans, c'est la ligne rouge, bien sûr. Non, c'est très J'ai bien. peut-être gâché la victoire de Hutch, je suis désolé, mon gros. Bah, de lui aussi parce qu'avec Julien on était à ex-aequo. Non, il est toujours un point derrière. Hein. Ah bon? Du coup, avec ça, il est toujours un point derrière vous. Ah. Là, il est temps de faire plaisir une deuxième fois à Julien en parlant de Martin Scorsese. Oui. Entre Les Affranchis et Les Nerfs à vif. Oh, les affranchis, il est clairement les affranchis. Ah, il pourrait. Quel pire, ça, S'il quand même, prend quand les même. nerfs à vif, c'est qu'il y a une raison. Bah oui, il est fourbe, il est fourbe. Ouais, mais j'arrive pas à croire que les nerfs à vif auraient fait plus d'entrées que les affranchis. Ouais, je vais dire les affranchis Les aussi. affranchis, c'est quand même lui qui va. Il a quand même reçu une récompense, je crois, les affranchis. Ouais, les affranchis, j'arrive pas à croire pour l'autre. Je vais dire les nerfs à vif. Moi j'ai dit les affranchis. 8, 7, 6, Fred passe devant puisque c'est bien Les Nerfs à vif avec 1 376 234 entrées contre 976 346 pour Les Affranchis. Les bras m'en tombent. Et tu sais pourquoi il a fait ce chiffre-là? Potentiellement parce qu'il était interdit moins de saison à sa sortie en France. Les Affranchis. mais oui. C'est peut-être pour Merci le CNC. À cause de toi, j'ai perdu. ça. Et donc potentiellement soit pour introniser la victoire de Fred, soit pour peut-être une égalité entre Owen et Fred. En me faisant un dernier petit kiff, parlons de Brian De Palma, entre Blowout et Snake Eyes. Snake Eyes. Blowout, c'est un Ouais. four du début à la fin. Ouais, bah je vais dire Snake Eyes, ouais. Bah, du coup, tout le monde a bon.
Voilà. C'est dommage de terminer. Je pensais que ça allait être un peu plus sec et aller avoir plus de C'est débats. Malheureusement, Malheureusement, Blow Up, c'est Snake Eyes. Mais en effet, c'est bien Snake Eyes qui a fait le plus d'entrées avec 1 94 735 contre 613 083 pour Blowout. Donc Fred a gagné. Donc Fred a gagné avec 1 point d'avance sur Julien et 2 points d'avance. Ouais, mais ça- 1 point d'avance sur Owen et 2 points d'avance sur Julien. Ça se joue un peu sur The Tree of Life. Hein. Je suis désolé. Ouais, bon. Ça se trouve, sans Mais The c'est Tree pas of Life, vous êtes à égalité. Je suis Mais désolé. égalité, c'est quoi My bad. C'est pas ta faute, C'est pas ta faute. c'est la sienne. Oui, bah, c'est ce que j'ai dit, my bad. Ma faute. Voilà. Merci. Et Merci, ben, oui. je te renvoie la parole puisque t'as le Joker. J'ai eu une petite réflexion parce que je me suis dit, on a beaucoup essayé de remater des films, histoire d'avoir un second avis, etc., etc. Et je me suis dit, il y a une seule schéma de combinaison qu'on n'a pas fait. C'est d'essayer de revoir des films qu'on aurait vus une fois. On s'est dit, waouh, c'est génial, mais que si on les revoyait maintenant, c'est peut-être un peu de la merde quand même. Donc, et ce que j'ai envie de vous proposer, bien sûr, c'est qu'on essaie de les revoir pour la prochaine fois si vous êtes partant, bien évidemment. Et donc, un peu de savoir la réflexion que vous avez. Est-ce que vous avez des films comme ça? Parce que moi, je pense que c'est surtout lié au début de ta cinéphilie à l'adolescence. Tu vois, des films que tu vas voir une fois et que vu que t'es en pleine découverte, tu te dis, waouh, c'est génial et tout. Et peut-être que si tu les revois maintenant que t'as un peu plus de bagages et d'esprit critique, tu te dirais, c'est pas si bien que ça finalement. Moi, j'ai eu ça avec un film culte, considéré pour beaucoup, mais du coup, c'est pas mon film, parce que je l'ai revu. C'était La La Land, en vrai. Ah ouais? Genre, j'ai revu La La Land, et ça a été un petit plaisir, mais j'ai eu l'impression, tu sais, c'est le genre de film, c'est le film que tu vénères quand tu commences à regarder du cinéma, et dépasser un peu, bon, bah, t'es là en mode, ouais, c'est mignon, mais sans plus, quoi. Non, c'est trop bien. Non, je sais pas, Alors moi j'ai peut-être Ame et Yuki, les enfants loups. Ok. En vrai j'ai la conviction très forte que c'est incroyable. C'est incroyable. Non, sinon, à quoi je pensais peut-être juste La fin du monde de Xavier Dolan, parce qu'en 2016, je l'avais vu au cinéma, j'avais trouvé ça génial. C'était mon premier Dolan, ou le deuxième, avec Mommy. Et j'en étais ressorti renversé, et peut-être que ça vaut le coup de le revoir. Ouais, j'y pensais plus à juste La fin du monde, mais effectivement, pareil, moi aussi, j'ai super apprécié le film, mais est-ce que finalement, est-ce que la qualité Dolan est toujours là? Mais après, Même après des années. je t'avoue qu'il est bientôt 23h30, je suis très fatigué, et je peine à... Mais si, on va trouver. Réfléchir. On va trouver, Alors, man. Moi, pour vous dire, j'ai un film un peu honteux, j'avoue, Ouais, là-dessus. Je sais même pas si vous avez déjà entendu parler de ce film. Fast and Furious. Alors, j'avais pensé à Fast and Furious 7, mais je l'ai déjà revu et je considère que c'est peut-être le meilleur de la saga. Donc, Ah oui, ok. James Wan, il s'est tenu une caméra, quoi. Enfin, je suis désolé, c'est juste ça, quoi. Non, c'est un film qui s'appelle Paper Town, ou en français, La face cachée de Margot. Ah oui. C'est un film que j'avais vu au ciné à l'époque. Ouais. Et franchement, je crois que je m'étais tapé un délire pendant la séance. Et pendant la séance, j'étais en mode, ouah, le mec il fait des mouvements à chaque plan, des mouvements de caméra à chaque plan. Il y avait soit un panoramique, un travelling et tout. Et j'étais en mode fasciné par ce truc-là. Je sais pas, j'avais tapé un délire spécifique sur cette séance-là en mode, ouah, il Genre fait. un film de fou. Genre un film de fou parce qu'il fait des mouvements de caméra tout le temps et tout. Ok. Et je suppose que si je le revois aujourd'hui, je vais faire, putain, c'est pas ouf, tu vois. Ok, je vois un peu le. Donc du coup, je pense que si vraiment on se met tous d'accord pour revoir un film pour la prochaine fois, moi je pense que j'essaierai de revoir celui-là parce que vraiment, je pense que c'était juste mon état d'esprit au moment où j'ai vu la séance. Je me suis dit, waouh, c'est génial, mais non, ça potentiellement non. Bah, c'est dur en fait, je vois que des classiques. En vrai, qui je sont pourrais dire incroyables. Bohemian Rhapsody. Ah, Non, oui. mais parce qu'en vrai, non. je pense que je fais comme tous ceux qui, quand tu le vois la première fois, t'es sorti, t'étais en mode waouh, c'est trop bien parce que je n'ai pas de souvenir d'avoir vu un autre biopic musical avant. Puis bon, bah, t'as des musiques de Queen tout le long du film, donc tu peux que kiffer juste le fait d'écouter les musiques. Et après, c'est le genre de film où bah, je suis totalement d'accord pour dire que c'était vraiment pas dingue. Bon, on en a déjà parlé plein de fois de Bohemian Rhapsody, voilà. Oui, mais sans que tu l'aies revu. Mais en fait, depuis, je ne l'ai pas revu, donc qui sait ce que ça peut me donner. Pour revoir et te dire, enfin, c'était vraiment de la merde, potentiellement. Sinon, après, il y aurait Comment c'est loin aussi, le film d'Orelsan. Mhm. J'avais beaucoup aimé et en fait je sais pas du tout ce que ça pourrait donner en le revoyant parce que c'est un film, enfin je le voyais, j'étais au lycée, c'était au moment où j'avais pas non plus je commençais à rattraper un peu des gros films cultes, tu vois, mais pas non plus, j'avais pas du tout une cinéphilie développée. Du coup c'est vrai que Comment c'est loin, est-ce que c'était vraiment, parce que je trouvais ça vraiment très bien, est-ce que c'est juste sympathique sans plus, nul, je ne sais pas, peut-être. Donc du coup, t'as plusieurs choix qui s'offrent à toi quand même. Parce que moi aussi, j'ai pensé à un autre film. Pareil, j'ai vu qu'une seule fois et j'avais été bouleversé par le film dans mon souvenir. C'est 12 Years a Slave. Ouais. Je l'ai vu qu'une seule fois. Il m'a marqué parce que je trouve que la fin m'avait mis sur le cul. J'étais limite au bord des larmes et tout. Mais est-ce que c'était pas juste l'effet de c'est la première fois que je le vois, la fin elle m'a totalement prise, et potentiellement si je le revois, bah je dis ouais, bah c'est pas si transcendant que ça, pas si bien. Attends, redis le film, c'était
Lequel Dont tu viens de parler 12 Years a Slave. Ah ouais, je m'étais ennuyé ferme devant, j'avais pas aimé du tout. Donc voilà, si je le revois, ça se trouve pareil, je suis en mode un peu plus dubitatif quoi. Et Owen, t'en as trouvé quelques-uns ou pas? Bah je galère. En fait, j'essaie de trouver un truc sur Sens Critique qui permet de regarder genre la note que je donne par rapport à la note globale, tu vois, en mode le truc est pas très bien, mais moi j'ai donné une très bonne note. Pas grand chose qui me vient. Il y a eu l'interview qui tue de. Ça, c'est le film sur Kim Jong-un, ça, non? Voilà, je m'étais tapé des barres, mais comme un fou furieux dessus, j'avais trouvé ça génial. Je l'avais regardé 2 jours d'affilée, tellement j'avais trouvé ça drôle, et j'avais vraiment beaucoup rigolé. Mais tu vois, genre des trucs comme les 11 commandements de Michael Youn, genre. Est-ce que t'as envie de te remater ça maintenant? Non, mais je me l'étais rematé il y a 3-4 ans. J'ai fait le même effet, mais encore plus jeune que ça. C'est-à-dire que j'avais dû le voir assez, genre, je sais pas, à 12-13 ans. J'ai dû le voir genre 1 an et demi après. C'était vraiment nul en fait. J'ai toujours pas vu. Moi, ça me fait beaucoup rire. C'est mauvais goût, hein, les gars, mais moi j'aime bien. Terminator Dark Fate. Ouais, voilà. J'ai peut-être une idée, mais ça rejoint un peu l'enfance, du coup, c'est pas le début de ma cinéphilie. Donc je sais pas mais même, c'est un film que t'aurais vu qu'une seule fois ou qu'à une certaine période précise de ta vie, t'es en mode, ouais, c'est génial, mais si tu le revois maintenant, avec ton bagage culturel, ton bagage cinématographique, tu te dirais. Alors ça me tente bien parce que j'aimerais beaucoup le revoir, mais j'ai beaucoup grandi avec Sinbad, le DreamWorks. Ah oui. Et en fait, récemment, j'ai vu qu'il était un peu considéré comme un four, comme un échec, et pas un si bon film que ça. Donc j'adore ce film, donc j'aimerais bien le revoir. Tu vois, je l'ai jamais revu. J'ai eu cette phase avec ce film, je l'ai revu. Ouais. C'est bien. Sinon, on en parlait avec Owen tout à l'heure. Je parlais de Chicken Little, que j'avais un trop bon souvenir du film et que Owen disait que c'était vraiment pas bien. Mais oui, parce que moi j'avais un super bon souvenir du film et Owen ne l'avait pas vu à l'époque. Ah si, moi je l'avais vu gamin, j'avais gardé un souvenir en disant. Alors il y a quelqu'un qui l'avait pas vu dans notre entourage et du coup on avait regardé le film et j'étais tout excité, j'avais forcé tout le monde et tout, on s'était tapé le film. Le four horrible. Ouais, c'est nul, hein. C'est nul. C'est très très nul et ça m'a fait beaucoup de mal. Voilà. Donc oui, je peux peut-être aller pêcher dans l'enfance. Donc moi ce serait Sinbad, ouais, parce que j'avais je me rappelle de Sinbad quoi, c'était génial. La méchante. J'avais reçu pour Noël et je crois que j'étais triste parce que ça m'intéressait pas comme film. Ah merde. Et du coup après tu l'as vu? En fait, c'est grave bien. Je l'avais vu plein de fois en boucle, il y avait des mini-jeux et tout dans les menus, c'était trop marrant. Mais voilà, et ça c'est un film qui selon beaucoup a flop quoi. Flop était pas très bon. Moi, je vais partir sur juste la fin du monde parce que j'ai très envie de le revoir, mais j'ai pas trop un mauvais pressentiment. Voilà, mais ton souvenir global du film, c'est que c'était. C'était excellent. Hein. Franchement, j'étais ressorti du film assez bouleversé. La fin m'avait pris au trip. Vincent Cassel. Je l'ai vu assez récemment. J'ai dû le voir il y a 2 ans. J'ai trouvé ça très très bien. Donc bon, moi je pense que je le reverrai avec toi parce que moi aussi ça m'intéresse. Mais moi je pense que je vais vraiment taper mon délire à remater le film La face cachée de Margot du coup. Je vais essayer. Mais ouais, là, je continue de chercher. Ouais, j'ai envie de regarder en fait d'autres trucs parce que je suis sûr qu'il y a... Ce sera sans doute soit le Comment c'est loin d'Orelsan ou le Bohemian Rhapsody. Si tu fais le Bohemian Rhapsody, tu sais que ça va être nul du coup. Ouais, mais en même temps, tu vois, le problème de Bohemian Rhapsody, c'est que c'est l'effet. Ouais, c'était trop bien quand t'es sorti. Ensuite, t'as vu toutes les critiques, t'as amélioré ta cinéphilie, t'as compris pourquoi en fait c'était pas bien, mais en fait j'ai jamais pu confirmer ce qui avait été dit sur le film en soi. J'ai pareil en vrai. Mais Seven aussi, je crois que c'est pas ouf. Il a fait ça juste pour tester Owen. Tu vois le même de Mélenchon qui lève les yeux en mode oui. Bah, ça fait exactement la même chose. C'était moi là. Après tu parlais de films que t'as vu que. Par exemple, l'interview qui tue, c'est ça que t'avais dit, Owen, oui. Où t'avais vu 2 jours d'affilée. En vrai, Inception, je l'ai vu 2 fois à des périodes très rapprochées, mais derrière, je l'ai pas revu depuis, tu vois. Est-ce que potentiellement Inception, bon après, je connais la vidéo Owen sur Inception, donc voilà, et je trouve que si tu me demandes comme ça, sans l'avoir revu, et ça doit bien faire, 5-6 ans. Ah oui. Ah ouais, que je l'ai pas revu. Est-ce que je considérais toujours que c'est autant un chef-d'œuvre? Moi, je sais que j'ai souvent ça quand des films que j'ai beaucoup aimés, quand je les revois une seconde fois, j'ai un effet un peu de déception. Et quand je les revois une 3e fois, en fait, je redécouvre pourquoi je les adorais. Alors non, je pense avoir trouvé un truc un peu intéressant. Je suis un peu circonspect. Vous souvenez-vous en 2019 de ce film qui s'appelle, avec Jesse Eisenberg, Vivarium? Ouais, Vivarium, c'était nul. Vivarium, je l'ai pas vu. C'était nul. Alors, c'était pas très bien. Je suis ressenti un peu circonspect. Mais toutefois, le film est resté. Et l'imagerie globale du film, qui se passe dans une sorte de quartier résidentiel, où toutes les maisons se ressemblent et au fait c'est impossible d'en sortir, ça m'est resté. Je trouvais ça génial, l'idée. Et même de manière générale, genre vraiment, je dis pas que j'en ai fait des cauchemars, mais j'y ai pensé souvent avant de dormir. Donc le film m'est resté, même s'il était pas très bien rythmé. Mais du coup, j'en garde un souvenir plus. Et du coup, ça vaudrait peut-être le coup que je m'y remette. J'ai peut-être un deuxième film.
C'était John Carter, le Disney là, Oh. il voulait créer une saga avec ouais. John Carter. Et t'avais bien aimé quand tu l'avais vu la Ah, première j'avais fois. kiffé. En fait, j'avais adoré ce film parce que le souvenir que j'en ai, c'est moi qui fais l'école buissonnière et qui Ah part oui, voir le d'accord. film en séchant les cours, en séchant un contrôle de maths en plus. Bah, Et bravo. c'était génial, j'ai adoré cette journée. Et ce film, j'avais adoré, je voulais voir la suite. Il devait vraiment créer une saga Disney avec, et ça a tellement pas marché que en vrai, j'aimerais bien le revoir parce que je crois que les gens ont détesté. Moi, ce sera soit John Carter, soit Sinbad, ou peut-être les deux. On se laisse deux choix chacun. Oui, de toute voilà, façon, et après, à la prochaine émission, on verra lequel aura été retenu par chacun d'entre Je nous. suis entièrement d'accord. Donc moi, ce sera Vivarium et Juste la fin du monde. Ah, Moi, et c'est plutôt où, mais... Ce sera John Carter ou Sinbad. Ce sera vraiment comment c'est loin. T'es sûr? Ah, Tu veux pas revoir j'ai trop la Bohemian flemme, en Rhapsody? Non, bah moi, du coup, ça sera soit La face cachée de Margot, soit 12 Years a Slave, je pense. Ok. Et donc on dit... Bah on fait pas ma chronique, ça remplacera ma chronique, je Oh. pense. Si. T'es Comme gentil. ça, au moins, je laisse le Joker à quelqu'un d'autre. Ah, c'est gentil de ta part. C'est noble, parce qu'il y en a autour de la table, ils l'auraient pas fait, tu vois. Ouais, une personne juste en face de moi là. En face de toi, les spectateurs, les auditeurs ne savent pas, donc c'est Owen, c'est ça? T'es en face de Julien, Owen. Non, du coup, pas de chronique de chiffres pour la prochaine fois. On fera ça à la place. On parlera de ces expériences de revisionnage à ce moment-là. Et du coup, je donne mon Joker à Julien. Ok. C'est beau. Cool. Mais juste, prenez conscience, les gars, que l'épisode prochain est l'épisode 37, et que pour la première fois dans DCP, il n'y aura pas les chiffres de Jérém. Non, il y a Si, il y a une autre fois où il n'y a pas eu. C'était sur l'épisode de Gladiator 2, je crois. Oui, il n'y a pas eu de chiffres. Ah bon? Ah oui, tu t'en souviens pas, mais c'est parce que j'avais pas eu le temps d'écrire une chronique tellement j'étais débordé à ce moment-là. Ah. Donc Ouais. ce sera la deuxième fois. Mais là, la première fois où il y a un truc à la place, donc voilà. J'avoue. Au moins, ça compense. J'avoue. Bon bah du coup vous pouvez aller réécouter l'épisode sur Gladiator pour en être sûr. Il y a une critique de Gladiator aussi au cas où si ça vous intéresse. Mais voilà, bon en tout cas l'émission s'achève là-dessus. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur X, sur TikTok, que l'émission est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur YouTube et qu'on vous dit dans 2 jours pour un épisode spécial sur les Césars, sur nos pronostics des Césars. À dans 2 jours. Salut. Salut. Salut.